On plonge aujourd'hui dans un plan vraiment ambitieux, celui qui est en train de redessiner l'avenir énergétique de l'Union européenne. Il s'agit de la nouvelle directive sur l'efficacité énergétique. C'est en quelque sorte la pierre angulaire de toute la transition écologique du continent. Alors la question centrale, elle est immense, n'est-ce pas? Comment est-ce que tout un continent peut collectivement décider de réduire sa consommation d'énergie? C'est vraiment le défi qui est au cœur de cette directive et on va voir ensemble comment l'Europe compte s'y prendre étape par étape. Bon, avant même de parler des chiffres, des règles, il faut absolument comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que l'Union européenne met autant d'énergie dans les économies d'énergie? Il y a en fait 3 raisons fondamentales derrière toute cette politique. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'enjeu, il dépasse largement le seul cadre du climat. Bien sûr, il y a l'ambition climatique. Réduire les émissions de 55%, c'est un objectif majeur. Mais il y a aussi la sécurité énergétique, un sujet devenu absolument brûlant, pour être moins dépendant des importations de combustibles fossiles. Et enfin, il y a un pilier social qui est essentiel, rendre l'énergie plus abordable pour tout le monde et lutter contre la précarité énergétique. En fait, cette directive, elle n'est pas sortie de nulle part. C'est le résultat d'une bonne décennie d'ajustements, d'une ambition qui a grandi, souvent en réponse directe aux crises mondiales. Son histoire nous montre une vraie accélération. Quand on regarde cette chronologie, on voit clairement l'accélération. Tout a commencé en 2012, puis un premier renforcement en 2018, mais c'est vraiment à partir de 2021, avec le paquet Fit for 55, et surtout en 2022, avec le plan REPowerEU, que les objectifs ont été revus très à la hausse, pour arriver à la version finale de 2023. Et maintenant, on arrive au cœur du réacteur. Les chiffres. Parce que cette fois-ci, l'objectif principal, ce n'est plus juste une recommandation, non. Il est juridiquement contraignant pour toute l'Union. Et ça change complètement la donne en matière d'engagement. Voilà le chiffre clé à retenir. 11,7%. C'est la réduction de la consommation d'énergie que toute l'Union européenne doit atteindre d'ici 2030. Et pour la toute première fois, ce n'est pas une suggestion, non, c'est une obligation légale. Pour que ce soit plus concret, la directive ne se contente pas d'un pourcentage. Elle fixe un plafond absolu, une limite à ne pas dépasser. La consommation d'énergie finale, c'est-à-dire celle qui arrive directement chez les gens, dans les usines, dans les transports, ne devra pas dépasser 763 millions de tonnes d'équivalent pétrole. Et si on remonte la chaîne, l'objectif pour l'énergie dite primaire, celle qui inclut toutes les pertes pendant la production et le transport, est encore plus strict. Un plafond de 992,5 MTEP. Ça veut dire que l'effort est demandé à tous les niveaux, de la centrale électrique jusqu'à la prise de courant. Alors, fixer des objectifs, c'est une chose, mais les atteindre, c'en est une autre. Du coup, comment l'Union compte-t-elle s'y prendre? La directive met en place des outils très concrets et des principes juridiques pour guider les États membres. Et voilà. Un principe qui change absolument tout, la primauté de l'efficacité énergétique. Pour la première fois, ce n'est plus un simple souhait, ça a une vraie valeur juridique. Concrètement, ça veut dire que les gouvernements devront toujours évaluer l'option la plus économe en énergie avant de lancer de grands projets d'investissement. C'est un changement de mentalité. L'un des instruments les plus puissants de cette directive, c'est cette obligation annuelle d'économie d'énergie. C'est un mécanisme qui force littéralement les États membres à réaliser chaque année de nouvelles économies dans des secteurs clés comme le bâtiment, l'industrie ou les transports. Et ce qui est intéressant, c'est que le rythme de l'effort va s'accélérer. On voit que les États devront réaliser 1,3% de nouvelles économies chaque année jusqu'en 2025. Ensuite, il faudra augmenter la cadence à 1,5% pour finalement atteindre presque 2% par an à la fin de la décennie. L'effort doit donc vraiment s'intensifier avec le temps. D'accord, mais concrètement, où est-ce que ces efforts vont se concentrer? La directive, en fait, vise très large. Elle aura un impact sur presque tous les aspects de notre économie et de notre société. La portée est vraiment exhaustive. Ça va du secteur public, qui doit bien sûr montrer l'exemple, à toute l'industrie. Ça inclut aussi des domaines qui explosent, comme les centres de données. Et puis, bien sûr, les systèmes de chauffage urbain et, point très important, le logement social sont aussi des cibles prioritaires. Et ça, c'est un point absolument essentiel. La directive reconnaît que la transition énergétique doit être juste. Elle exige donc que les pays réalisent une partie de leurs économies d'énergie, spécifiquement auprès des ménages les plus vulnérables et des personnes touchées par la précarité énergétique. C'est la dimension humaine, la dimension sociale qui est au cœur de cette politique. On termine avec cette question. Finalement, cette directive, ce n'est pas juste une série de règles techniques. C'est un vrai pari. Le pari sur la capacité de l'Europe à innover, à se transformer et à bâtir un avenir plus sûr,
plus propre et plus juste, en commençant par la ressource la plus simple et la plus évidente, l'énergie que l'on ne consomme pas.